Réduction du train de vie des institutions, mais aussi de leurs animateurs, turlupinés par la situation qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a pris des mesures autour de son gouvernement, des mesures qui feront objet de notre émission Kiosque du jour. Nous allons débattre et même analyser, décrypter, pourquoi pas donner le point de vue. Je ne suis pas seul, nous recevons le retour, on doit le signaler, monsieur, bienvenue à vous. Merci beaucoup. Nous avons le plaisir de recevoir aussi Serge. Bienvenue, Seka. Merci. Et enfin, nous avons, je ne dirais pas enfin deux personnes, Gardidiana et Amédée Mouarabou. Bienvenue. Heureusement que tu te rattrapes. Merci. Alors, enfin, on va dire que le gouvernement s'est enfin prononcé sur ce qui a fait longtemps l'objet de nos débats ici, en pleine émission, Kiosque. Il a toujours été alerter cette décision, je suis, ce que souvent Amédée dit, cette décision de réduire sensiblement le train de vie des institutions. Amédée, je vais commencer par vous, puisque vous en avez été à la tête plusieurs fois. Est-ce que c'est le moment ou c'est un peu tard? Bon, vous savez, Guichon, on dit toujours que mieux vaut tard que jamais. C'est vrai que ça fait des années que ce soit les journalistes, que ce soit les députés, et même eux-mêmes les membres du gouvernement, dans leurs intentions en tout cas, ils disaient qu'il faut nécessairement qu'il y ait une réduction du train de vie des institutions. De leurs animateurs. Et de leurs animateurs. Paraphraser le chef de l'État. Pour paraphraser le chef de l'État dans son dernier discours, suite aux derniers événements de, disons, l'escalade militaire dans la partie Est. Donc, en tout cas, cette mesure, cette décision est la bienvenue. Dans la mesure où, vous savez, dans la vie d'un État, d'un pays, il arrive un moment où il faut prendre des décisions qui doivent permettre de réorienter, alors, une fois pour toutes, et dans la bonne direction le pays. Est-ce que cette décision a pris en décidant de réduire le train de vie des institutions? En fait, de quoi il s'agit exactement? Il s'agit, selon ce que j'ai compris, en tout cas avec le Conseil des ministres qui s'est tenu hier, on a un peu plus d'informations par rapport à ça, puisque le président s'est limité juste à dire qu'il faut réduire le train de vie des institutions et de leurs animateurs, mais avec la question a été décortiquée lors du Conseil des ministres, on en parlera. Gardidiana, pensez-vous que cette décision ne serait pas à la base d'une grogne sociale? Avant que l'on parle de ceux qui doivent, en principe, connaître la rigueur de la mesure. Gronde sociale, je ne pense pas. Je crois que c'est une décision, d'ailleurs, à mon sens, très populaire, parce que depuis toujours, on estime que l'écart entre l'entretien des animateurs, surtout au niveau de l'exécutif, ou ceux qui gèrent la République, et les vrais travailleurs, encore le fonctionnaire de l'État, a toujours été énorme. Quand on parle de la réduction, vous savez, moi, le problème n'est pas tant vraiment dans les questions de la rémunération, parce que je pense qu'aujourd'hui, combien gagne un ministre? C'est à peine 12 000 $, si j'ai bonne mémoire. Ça ne représente rien. Non, ce n'est pas que ça ne représente rien. Quand vous prenez le salaire du mieux payé d'un fonctionnaire de l'État, l'écart est énorme, c'est vrai. Mais je pense que dans ce contexte-ci, le problème n'est pas dans la rémunération. Le problème, c'est la consommation de ces institutions et de ces personnes. Ils ont parfois de primes, des perdièmes qui sont 2 fois, 4, 5, 6 fois leur salaire. C'est à ces niveaux-là qu'il faut trouver comment avoir une jonction convenable. Et moi, je pense que si ce contexte peut nous permettre déjà de voir à quoi ressemblerait la vie de la République avec un train de vie réduit, tentons l'expérience. Malheureusement, je crains seulement, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est qu'on a souvent tendance à faire ce qu'il faut sous pression et avec un fouet derrière. Malheureusement, c'est ça notre problème. Et ça sera fait à la va-vite. Alors, à la va-vite. Et parfois, vous verrez qu'avec beaucoup trop de discussions, parce que les discussions ont déjà commencé, quelle rubrique faudra couper, je sens déjà qu'il y a l'engrenage qui commence à prendre un peu du sable. Je crois qu'ils se sont déjà accordés, monsieur Bienvenu. Pensez-vous que c'est amplement suffisant pour soutenir les efforts de guerre? Écoutez, moi, je dirais ce que j'ai toujours dit. Il ne faut pas, il faut pas qu'on se dise qu'on doit se partager la misère. On se partage les richesses. Aujourd'hui, on avait des recettes de misère, on a des recettes de misère, même si on a atteint les recettes de souveraineté avec 15 milliards de $, mais on ne se partage que des richesses. Et aujourd'hui, on va, peut-être que dans le passé, certains avaient plus dans la part du gâteau, et on va essayer de rééquilibrer. C'est ce qui risque de se passer, parce que lorsqu'on prend
les dépenses, et j'ai lu bien à propos aujourd'hui, ce matin, un papier de Marabout Amédée, un vieux papier de Amédée, 7 milliards de dollars dépensés en 5 ans pour entretenir... Le fonctionnement des institutions. Moi, j'appelle ça entretenir les institutions. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Ça veut dire qu'à peu près 1,2,5 milliards de dollars américains étaient dépensés par an. Seulement pour les institutions. C'est quand même énorme. Donc aujourd'hui, on peut ponctionner, on peut récupérer même la moitié, 500 millions par mois, et on donne à l'armée. Ça va permettre... Mais ça risque d'asphyxier ces institutions. Ça ne va pas les asphyxier. Ça ne va pas les asphyxier. Moi, je le dis parce que moi, je suis mandataire. Je sais comment ça se passe, ça ne va pas les asphyxier. C'est que Garnier dit tombe bien à propos, peut-être les rémunérations, c'est vital pour les gens, mais les autres avantages, certains de mes collègues en bénéficient, et ça change quoi? Ça ne changerait rien au fonctionnement de ces institutions, tout comme de ces ministères. La mesure n'a pas épargné la présidence de la République, où d'ailleurs beaucoup de langues se dénouent. Lorsqu'on parle de débordements, de dépassements budgétaires, est-ce que ça sera respecté selon vous? Mais je pense que ça vient du président de la République et nous savons que les structures qui consomment beaucoup plus l'argent du pays en termes de fonctionnement, c'est la présidence de la République et le Sénat, l'Assemblée nationale, on le sait. Donc, même à la suite des Diana, on ne peut pas les traitements, le salaire est sacré, a un caractère vital, mais tous les avantages qui vont avec, il faut voir exactement qui a droit à quoi. C'est depuis longtemps, on n'a jamais fait cette étude-là. Mais je voudrais quand même qu'on revienne à la réalité, parce que là, nous rentrons un peu dans la sentimentalité. Tout le monde voudrait avoir raison, on avait dit, mais on peut espérer avoir quoi exactement après cet exercice-là? Et cet argent-là pourra être affecté à quoi? Donc, je sais que le moment... nous sort un peu de nous-mêmes, c'est grave, parce que depuis très longtemps, nous, la presse et je crois d'autres les ONG, ont toujours dit cela, personne n'a écouté. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on va écouter de la bonne façon, ou on va faire cette réduction-là de la bonne manière. Est-ce que la présidente de la République aujourd'hui serait prête qu'ils vont comprendre à réduire son train de vie? Bah, il en parle, il en a fait tout un discours. Mais non, en parler, c'est une chose, mais il y a, je dirais, des actes de souveraineté, il y a de facilités qui sont rattachées au chef de l'État comme institution. Qu'est-ce qu'on va toucher? Non, soyons réalistes. Qu'est-ce qu'on va toucher? On va empêcher au chef de l'État d'avoir un jet privé, par exemple. Je donne un exemple. De manière ramassée, oui. Comme ça, est-ce qu'on doit toucher à la sécurité de la personne du chef de l'État? Il peut simplement faire comme Doudou Famba, dire que mon salaire désormais mettait dans les efforts. On va parler de ça. Non, mais là, c'est personnel. C'est personnel. Il y en a 5 de ces ministres qui ont accepté de concéder leur salaire. Et c'est pour combien de temps? Non, mais les efforts de guerre. Ah ouais, c'est ça. Quand on gagne la guerre, je voudrais un certain réalisme, mais qu'on aille au-delà de l'émotion. C'est un acte à saluer, une décision courageuse qui arrive enfin, mais il faudrait qu'on le fasse aussi dans une certaine objectivité. Faudrait-il pérenniser cette décision ou mais je pense la temporaliser? Mais parce que regarde la réduction des comptes de budget national. Pourquoi déjà le budget n'est pas tellement bien exécuté, et même dans l'attribution des charges de départ, on voit qu'il y a d'autres qui prennent la part des autres, des lignes budgétaires qui reviennent aux autres. Alors, on revient à la discipline budgétaire d'abord. Vous avez droit à ce qui est prévu pour vous, et puis dans cela, on voit qu'est-ce qu'on peut toucher. Alors, Amédée, on aimerait que vous puissiez nous aider à comprendre exactement les chiffres qui ressortent lorsque l'on parle de cette réduction de train de vie. En faisant un comparatif entre les choses de 2022 en termes de régime et le fonctionnement plutôt 2022 et 2024. Oui. Et là, je voudrais rassurer mon ami Serge. En fait, il ne s'agit pas de toucher, de réduire en tout cas la sécurité du président de la République. Non. C'était qu'un exemple. Voilà, justement. C'était juste un exemple. C'est juste pour qu'on ait tous une bonne vision. Je vais donner quelques chiffres. Tenez par exemple, en 2020, il y a 5 ans,
le budget de la présidence de la République, c'est-à-dire rémunération, fonctionnement, c'était 164 millions de dollars par an. On est en 2020. Mais aujourd'hui, en 2025, le budget de la présidence de la République, c'est 297 millions de dollars. Tu vois qu'il y a eu plus de contraintes que 2020, ça s'explique. J'évolue. Selon certaines analyses. Le budget de la primature, en 2020, c'était 38 millions de dollars. En 2020. Aujourd'hui, en 2025, c'est 67 millions de dollars. Le budget de l'Assemblée nationale, c'était 114 milliards. 114 millions de dollars en 2020. Aujourd'hui, on est à 241 millions de dollars. Celui du Sénat, c'était 48 millions. Aujourd'hui, on est à 91 millions de dollars. C'est-à-dire le double. Mais l'effectif n'a pas changé. Nous avons toujours 508 sénateurs. Nous avons toujours 500 sénateurs, et 500 députés, même si on a ajouté 13 autres, les anciens présidents et autres. Donc, il n'y a rien qui peut justifier que les budgets de ces 4 institutions de la République passent du simple au double, à peine 5 ans. Voyez un peu. Bienvenue venez de faire allusion aux frais, aux dépenses de fonctionnement pour le premier quinquennat. Presque 7 milliards de dollars. Mais c'est que, il faut préciser que ce qui était prévu pour les 5 ans, à ce qui concerne le fonctionnement de toutes les institutions et des ministères, c'était 4 milliards 400 millions de dollars. Mais on a dépensé avec dépassement. C'est-à-dire qu'il y a eu dépassement de 2 milliards 400 millions de dollars. En fait, on parle de la réduction du train de vie des institutions. Depuis maintenant, ça fait depuis 10 ans. C'est-à-dire que même en 2020, les budgets qui étaient là, c'était déjà trop. Mais non seulement c'était trop, mais on dépensait plus que ce qui était prévu. Donc imaginez-vous, ce qui était prévu, c'est 4 milliards 400 millions pour 5 ans pour le fonctionnement. Mais ce qui a été réellement dépensé, c'est 6 milliards 900 millions, donc presque 7 milliards de dollars. C'est là le problème. Et moi je me dis, avec la décision que le président vient de prendre, je voudrais que ça soit, comme il a dit lui-même, qu'il comprenne des mesures rigoureuses. Oui, que ce soit vraiment un travail rigoureux, sérieux et qui est-ce qu'on a ciblé dans les longs termes. Est-ce que l'on a ciblé le bonnes dépenses à suspendre? Mais justement. Derrière les mesures prises, est-ce que ce sont les bonnes dépenses, à votre avis? Bien sûr, pour moi, en tout cas, ce sont des bonnes dépenses où il faut intervenir. Je suis d'accord, tout à fait d'accord avec sont lesquelles, parlons-en. Gardi Diana qui parle que on ne devait pas trop regarder sur les rémunérations. Ça a été cité. Oui, ça a été cité, mais pour moi, il faut regarder plus sur les dépenses de fonctionnement. En fait, les dépenses de fonctionnement, ce sont les dépenses de consommation courante. Repeindre des murs des ministères, les carburants du charroi automobile du ministre. Voilà. J'ai suivi dernièrement le ministre de la Santé, quand il est passé au briefing, il dit chaque année, nous dépensons 30 millions de dollars pour les évacuations médicales à l'extérieur. Imaginez-vous, 30 millions de dollars chaque année qu'on dépense pour les évacuations. A quand même des hôpitaux. La RDC et cet argent est déversé à l'extérieur. Mais on peut permettre à rendre viables les hôpitaux. Non seulement ça, l'hôpital du cinquantenaire a été construit pour qu'on puisse s'arrêter avec les évacuations à l'extérieur. Notamment l'hôpital Mamayemo, Rédoré. Aujourd'hui, la dénomination, c'est quoi déjà? CHU. Universitaire. Centre universitaire, Renaissance. Déjà inauguré même par le chef de l'État, mais jusque-là, on attend voir les patients. Voilà. On va ouvrir une autre brèche. Voilà. Tu m'as demandé où est-ce qu'il faut faire des coupes budgétaires, notamment à ce qui concerne les fonctions. Puisque si on prend juste les fonctionnements des ministères, ici j'enlève les 4 institutions, présidence, primature, Assemblée nationale et Sénat. On prend juste les dépenses des ministères. En 2020, on dépensait 333 millions de dollars. Tout simplement, c'était 333 millions. Mais aujourd'hui, en 2025, c'est 789 millions. C'est-à-dire 456 millions de plus. Et ça, ce sont des dépenses de fonctionnement, s'il vous plaît. Vous savez, chaque fois quand on militait pour la réduction du train de vie, c'était quoi? Parce qu'on se disait qu'on ne peut pas dépenser tout ce que nous mobilisons comme deniers publics pour payer ceux qui travaillent dans l'appareil de l'État et pour faire fonctionner cet appareil de l'État. Non, il faudrait qu'il y ait suffisamment de budget
à mettre dans les investissements pour qu'on ait des routes, qu'on ait des hôpitaux, des écoles. C'est ça, c'était ça. On ne va pas amputer cet argent dans tous les secteurs. Il y a des secteurs clés qui doivent, en principe, déroger à la règle. À votre avis? À mon avis, ce qu'il faut déroger à cette règle, prioritairement, ce sont les rémunérations. Je ne cesserai jamais de dire et d'insister que les rémunérations... Et même pour le fonctionnement, on ne va pas toucher à l'enseignement. Le fonctionnement, on doit toucher partout. On doit toucher partout. Oui, partout. Tous les secteurs. Tous les secteurs. Aucun secteur ne peut être épargné. Dans le fonctionnement, il y a possibilité de concilier, de faire des concessions. Sauf l'armée et la police. Les secteurs de la sécurité, on doit renforcer. Bon, la santé aussi, dans une certaine mesure. Lorsqu'on récupère 30 millions d'évacuations à l'extérieur du pays, on a touché aussi dans le secteur de la santé. Donc, il y a beaucoup de rubriques qui peuvent faire l'objet de coupes. De coupes, pas de coupes sombres, mais de vraies coupes. De coupes qui permettent à ce que ça puisse être réaffecté ailleurs. C'est qu'on a toujours milité ici, et je n'arrêterai jamais de le dire. Les recettes les consommations des ressources, les dépenses de consommation, ça ne nous avance pas. Les vraies dépenses qui peuvent faire avancer le pays, ce sont les dépenses d'investissement. Parce qu'en ce moment-là, le cycle est vertueux. Les dépenses de consommation, lorsque vous investissez dans la consommation immédiate, dites-vous, les gens vont être contents, on a du papier en stock, on a tout ce qu'on a pour faire fonctionner les ministères. Des papiers de toilette. À la fin des comptes, à la fin de la journée, il n'y aura plus rien. Et il n'y aura pas quelque chose qui va permettre à ce que l'argent qu'on avait dépensé puisse revenir. Cet argent part pour de bon, cet argent est consommé, cet argent est même consumé. C'est le terme qui convient. Il est consumé. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec cet effort-là, parce que nous sommes en guerre, si on consommait 10 rames de papier, ben on va en consommer 3. Pourquoi pas? Nous, à l'ACP, par exemple, on ne nous donne rien. Et prêche pour sa propre chapelle. Oui, je donne un exemple. On ne nous donne pas, on ne nous donne rien. Les autres aussi passent comme nous on fait. On fournit des efforts ailleurs sans passer par les trésors publics. Le management. Très bien. Alors, moi, j'ai voulu qu'on revienne sur le fait qu'il y a eu, sur la liste, on retrouve la rémunération. Vous dites qu'en principe, il fallait exempter la rémunération, mais c'est le cas, on en parle. Malheureusement. Est-ce que ça ne serait pas, je reviens et répondis sur ma question, ça ne serait pas à la base d'une sorte de soulèvement ou d'une grogne qu'on touche à la rémunération? En fait, moi je trouve que logiquement la rémunération dans ces contextes, je ne pense pas. Surtout quand on regarde la nature de notre... Il faut réfléchir par deux fois. Par exemple, je vais revenir, par exemple, on parle de... Moi, ce qui me choque, c'est que quand on nous dit qu'il y a eu accroissement des dépenses, des 456 millions de dollars américains. Pourtant, si vous allez dans les cabinets d'aujourd'hui, on vous parle, ça sent la pauvreté. Oui, on dit qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Les agents des cabinets souffrent. Pourtant, le budget a doublé. L'argent est dans les pipelines. En fait, en gros, c'est là où je rentre sur un élément essentiel évoqué par Serge. Je sais qu'on ne prend pas en compte aujourd'hui. C'est vrai, on veut réduire le train de vie. Mais le problème, c'est que sommes-nous d'abord capables de respecter notre programmation financière? Exactement. Parce qu'on peut aller dans la même logique. Sur la loi de finances, on nous dit, écoute, on va dépenser, par exemple, on réduit de moitié. Mais que dans l'exécution, on va même au-delà de ce qui était prévu. C'est encore possible. On réduit, on exécute autre chose. Sans respecter le plan financier. Et on ira faire des incantations pendant la reddition de comptes, puisque ce Parlement est bénéficiaire également de ces dépassements excessifs. Il fermera les yeux. C'est ça notre problème. Le problème, c'est est-ce qu'on est capable de shifter la mentalité à ces niveaux-là pour faire respecter la volonté du chef de l'État? Pour moi, c'est le plus grand problème à ces niveaux-là. C'est pourquoi je pense qu'il n'y a pas lieu de pouvoir aller toucher à la rémunération de gens. Très bien. Serge, oui. Alors, je vais anticiper une question et vous allez ramasser le tout. C'est une bonne idée, vous l'avez dit, je paraphrase, mais est-ce qu'il faudrait y aller progressivement pour éviter des casses? Il y a nécessité d'ailleurs, il faut réfléchir, prendre un petit peu de temps pour réfléchir. En parlant de cette réduction, on a comme l'impression sur ces plateaux, Diana a relevé un aspect de ma réflexion, comme si ce fonctionnement-là descendait chaque mois, quoi, et que tout le monde était logé à la même enseigne. Non, pas du tout. Je vous donne un exemple. Ouais. Gratuité des maternités et tout le reste. On impose aux médecins
que ce soit l'accouchement normal, que ce soit la césarienne, c'est payé de la même façon. Il y a une démobilisation. Déjà, c'est que l'État doit aux structures médicales n'arrive pas tel que convenu. N'arrive pas tel que convenu. Et là, vous n'allez pas aller couper la rémunération du médecin. Vous allez dire qu'on enlève les 30 millions d'évacuation, mais les gens sont déjà dans la misère. Est-ce que la mesure va affecter également les subventions du gouvernement? La solution, rémunération. il faut le principe d'équité. Voilà. Ceux-là qui rentrent dans les lignes budgétaires des autres, il faudrait les arrêter. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui tape un gendarme le poing sur la table en disant « Non, ça suffit, tu ne peux pas aller là-bas, tu as fini, tu as ton argent, tu attends. » C'est ce que qui peut faire ce travail? Qui pour réglementer le chose? Les gens sont payés. Qui exécute? Ça devait être fait au niveau du Parlement. Qui exécute? Qui est payé pour exécuter les dépenses de l'État? Le gouvernement. Très bien. Par rapport à la grogne, moi, en tout cas, je leur ai dit que, en tout cas, bon, le président souhaitait à ce qu'on coupe aussi, qu'on voie dans quelle mesure réduire aussi les rémunérations. Et moi, je me dis, en tout cas, c'est pas là où il faut aller chercher le fonds nécessaire pour l'effort de guerre. Regardez, par exemple, il est prévu cette année, en 2025, la mécanisation de 20 500 nouvelles unités. 20 500 nouvelles unités. Vous parlez des enseignants ou des militaires? Non, l'ensemble de la fonction publique. L'ensemble de la fonction publique. Et agents de l'État. Voilà. Mais ça, c'est des Congolais qui travaillent déjà, pour certains, depuis 5 ans, d'autres depuis 10 ans, et qui ne touchent pas de salaire. Et ça tombe. Mais, parce que dans la mesure, quand on a suivi les comptes rendus du Conseil des ministres, ils disent qu'on gère la mécanisation des agents fonctionnaires de l'État. Ça peut susciter la grogne. Et c'est là où il y a ma crainte. Donc, moi, je pense que le gouvernement, bon, ils ont 72 heures pour produire leur rapport au président de la République. En tout cas, moi, je ne conseillerais pas qu'on puisse toucher à ça. C'est une ligne rouge à franchir. C'est une ligne rouge. De la même pour les cabinets. C'est vrai qu'on peut réduire... En fait, les primes, c'est dans les fonctionnements. Les avantages. Les rémunérations, c'est pas... Il n'y en a pas. On n'a pas besoin de toucher à ça. Certaines personnes suggèrent qu'il y ait une taxe pour soutenir l'armée. Les efforts de guerre. En fait, mon cher, c'est pas impossible, en tout cas. En fait, mon cher Guichon, en fait, c'est pourquoi je dis, de la pauvreté, ça. Nous devons prendre une décision, alors la plus rigoureuse, et marcher dans la bonne direction. C'est-à-dire qu'ici, il ne s'agit pas de faire des choses... Des spéculations. De manière superficielle. C'est pourquoi moi j'ai dit que pour le contexte dans lequel nous sommes, des contextes de guerre dans lesquels nous sommes actuellement, on devait constituer un gouvernement de crise. On réoriente les priorités du gouvernement par rapport à l'effort de guerre. Lorsque vous parlez d'un gouvernement de crise, c'est-à-dire un remaniement en gestation... Oui, un remaniement. Pour moi... L'organisation d'un nouveau gouvernement. Voilà. Et constitué de quoi essentiellement, ou de qui essentiellement? De quel ministère exactement? Ministères clés. Autant de questions. Voilà, des ministères clés. C'est-à-dire, pour moi, on peut réduire les gouvernements à la moitié. Moins de 30 ministères dans le gouvernement. Ici, en République démocratique. Ici, en République démocratique. En fait, moins de 30 ministres pour un gouvernement. Voilà, moins de 30 ministres. C'est possible et ça a déjà existé. Ça ne serait pas une invention. Avec ce que dit, c'était 22 ministres. 22 ministres. Voilà. Donc, les contraintes politiques d'hier ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Justement. Mais le problème, c'est qu'on est dans un contexte de crise. La contrainte d'aujourd'hui, c'est la guerre. La guerre. Le pays est en train de partir. Qui peut venir faire changer la République? C'est la plus forte de contraintes. Oui, l'existence du pays est en jeu. C'est pourquoi la grogne, moi je pense même qu'il n'y aura pas de grogne. Je pense même que les mandataires, les ministres, les députés et membres du gouvernement, ils vont contribuer en chantant. J'en suis convaincu. On l'espère. Autant qu'ils sont restés silencieux par rapport à cette guerre, autant qu'ils resteront silencieux quand on va évacuer les membres du gouvernement. Très bien. En termes de chiffres, par exemple, pourquoi je pense qu'on a suffisamment de ressources à couper à gauche, à droite? Est-ce que vous savez que par an, on peut mobiliser une moyenne de 5 millions, rien qu'avec la suppression de 2 institutions?
le truc de Lengankoï et le Conseil économique et social. Rien que par ça, on a déjà... Ah bah oui, ça sert à quoi aux Congolais et même à la République? En fait, c'est là où je vous dis, en fait, on ne peut pas réfléchir. Il y a suffisamment, en termes de charges... Ça, c'est une proposition de vous. Vous suggérez que le gouvernement il y a suffisamment se débarrasse de ces deux institutions budgétivores inutiles, et j'ai envie de dire qu'ils ne servent pratiquement à rien, parce que le Conseil économique et social, depuis que Mozit ne publie plus des tribunes, ils sont perdus. Ah, en gros, on a suffisamment d'endroits où on peut couper pour mobiliser, continuer à alimenter les efforts des guerres, sans pour autant passer par la rémunération de gens. On est dans un contexte de crise. Je vous donne un exemple, et par expérience. Vous coupez la rémunération des gens, particulièrement ces directeurs de la fonction publique, vous occasionnez un vaste marché. Croyez-moi, le retour qu'on aura, ça sera le coulage et le vol. Non, la coupe, ce n'est pas pour les fonctionnaires, c'est dans les cabinets politiques. Non, qu'est-ce que je dis? Dans les cabinets politiques, par exemple. Des institutions vous coupez politiques. Sensiblement la rémunération, vous occasionnez un marché de vol. Je pense que la meilleure des choses à faire, c'est laisser la rémunération de gens. Le problème, c'est plutôt dans les avantages autour, réduisez sensiblement et trouver un moyen de pouvoir encadrer. Et au-delà de ça, l'État congolais est budgétivore inutilement. Le budget, en fait, il y a autant d'institutions. J'en ai cité 2, j'en ai 4 autres. Allez-y! Non, on va. C'est des institutions où, pour des efforts, des grands dit dans ces contextes, le truc de Lenganko, il ne sert plus à rien. Les accords sont passés il y a longtemps. On est dans un autre chapitre, un autre cycle électoral. Passons à autre chose. Très bien. Alors, moi, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu aussi de l'économie de la guerre. En ce moment-ci, le fait que Goma soit partagé, avec une partie entre les mains de terroristes du M23, une autre partie... Non, pas du M23, avec le Rwanda. Avec le Rwanda, bien sûr, soutenu par le gouvernement de Kigali, et une autre partie qui est encore entre les mains de forces de la République démocratique du Congo. Au sommet de la SADC qui s'est tenu hier, ça a été dit clairement. On a attribué, on a imputé les attaques contre les FRDC, la MONUSCO et la SAMI d'IRC aux forces rwandaises, aux forces armées rwandaises. Ils portent à 100% la responsabilité. Voilà. Parce que hier, le discours était, et je voudrais qu'on en parle, je reviendrai à la question, même pas le M23, les discours d'hier ont parlé d'un mouvement politico-congolais qui manifeste son indignation vis-à-vis du pouvoir. C'est comme ça qu'on considérait le groupe M23. Je pense que les condamnations ont fait changer les choses. Alors, je reviens sur ma question. Est-ce que le risque ne serait pas grand au niveau de Kinshasa? Déjà, avec la fermeture de l'aéroport de Goma, on doit dire que Goma ravitaille aussi Kinshasa pour parler de produits de première nécessité. Est-ce que ça ne pourra pas affecter notre économie? Et quelle économie de la guerre mettre en place? Et justement, c'est pourquoi, en fait, il faut être logique sur toute la ligne. D'abord, il faut constituer un gouvernement de crise auquel on va assigner un certain nombre de missions. Notamment, vous parlez de l'économie de guerre. L'économie de guerre, c'est quoi? Il s'agit juste de redéfinir les priorités du gouvernement en fonction de l'effort militaire qui doit être fait en ce moment. Vous voyez, par exemple, vous dites que voilà, Kinshasa était alimenté par le Nord Kivu à un certain nombre de produits alimentaires. Mais ces produits-là, comme ils ne seront plus vendus sur Kinshasa, il y aura la hausse des prix sur les marchés. Comment anticiper, c'est la question. Voilà, il faut réorienter des investissements. Comment produire la production d'haricots, fromage, voilà, produire le fromage, la viande de bœuf et tout ça. C'est ça l'économie de l'État. Il faut adapter les priorités par rapport à réfléchir aujourd'hui, ce n'est pas très tard, monsieur Bienvenu. Ah non, c'est d'ailleurs... Parce que l'impact sera immédiat. Les grands peuples se développent en situation de difficulté, en situation de guerre comme aujourd'hui. Nous devons faire preuve de créativité, nous Congolais. Aujourd'hui, nous devons nous dire, le fromage de Goma ne viendrait plus, on va produire le fromage à Kwango. Par exemple. Par exemple. On va dire non, là-bas ce n'est pas approprié, mais nous disons, comme nous sommes en guerre, on produira là-bas. Il y a des vaches là-bas. Il y a des vaches là-bas, on peut les paître là-bas, on peut les traire, on peut traire le lait à partir de Kwango. On peut créer... Et tout ça, l'impulsion doit venir du gouvernement. Parce que le gouvernement de la République, ça doit être un gouvernement de crise, un gouvernement de missions, qui a des missions précises. 1, 2, 3, 4.
pas les autres, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin, on doit faire de la macroéconomie pour trouver de l'argent et soutenir la guerre, mais aujourd'hui, la mission principale du gouvernement, c'est la sécurité et encore la sécurité. Et vous mettez toutes les déclinaisons de la sécurité alimentaire, physique, etc. Donc, le gouvernement que nous attendons, et là, on ne peut même plus attendre, nous devons avoir un nouveau gouvernement avec de nouveaux acteurs, mais des véritables vertébrés. On ne peut pas faire ces choses, ces nouvelles choses, avec ce même gouvernement qui est Non, en place. le gouvernement actuel avait une mission. La bonne gouvernance. On peut réadapter les choses. Mais puisque le contexte change, il ne faut pas réadapter, il faut passer à autre chose. Les animateurs peuvent s'adapter à la réalité. Il y a certains animateurs peuvent. Ils étaient déjà dans la logique de la crise. Je citerai notamment le ministre des Finances. J'ai vu qu'il était dans la logique de la crise. Celui-là, on sort la tête haute. Oui, ça, c'est des ministères régaliens. Regardez, vous savez, la question, par exemple. Ou encore la question Jacques Chabani, ce sont des gens. L'économie de la guerre. Par exemple, aujourd'hui, essayez déjà d'anticiper la réflexion de quoi avons-nous besoin en matière de défense? Est-ce en termes d'hommes, en termes d'armement? Il faut déjà trouver s'il faut s'approvisionner comment et donner la mission justement à ces gouvernements des crises de se donner le moyen. Sans pour autant déranger aux dynamiques des mobilisations, encore on dit les dynamiques économiques mises en place autrefois. Oui. Mais le problème c'est que c'est faut réorienter les priorités. Les priorités sont sécuritaires aujourd'hui, il faut se donner le moyen. Et pour ça, on n'a pas, vous savez, par exemple, quand vous posez la question, est-ce que ça sera pas tard? Vous savez, pour moi, à l'instant ici, ce Parlement devrait déjà être en session extraordinaire. À mon sens, ce Parlement devrait déjà être prêt pour session extraordinaire. Traiter quelles questions? Déjà, le correctif budgétaire, déjà, il faut y penser. Il faudra s'engager et être prêt à recevoir les nouvelles orientations du gouvernement faut revoir ces budgets-là 2025. Et ça, le Parlement devrait déjà être. Et pour le gouvernement, ce Parlement peut, si ça tarde là-bas, déjà mettre en accusation ces gouvernements et déjà nous laisser les perspectives pour voir comment refaire les choses. C'est ça, mon sens. Est-ce que cette situation ne va pas déranger? Est-ce que cette situation ne va pas déranger le respect de la loi des finances 2024, 2025? C'est pourquoi il faut un collectif budgétaire. C'est pour ça qu'il faut un collectif budgétaire. Et avec des conséquences immédiates. Parce que tout était déjà bien calculé, les budgets étaient connus, les affectations étaient faites. Regarde, les mécanismes de mobilisation sont les mêmes. C'est plutôt l'affectation. On réoriente l'affectation. C'est ça le sens d'un collectif. Justement, dans l'affectation, c'est là où il faudrait une bonne réflexion et puis orienter et les énergies en termes de dépenses, j'allais dire. Mais aussi, je voulais revenir au débat de tout à l'heure. Goma et la ville de Goma est occupée aujourd'hui. Mais est-ce que oui, en partie, bien entendu. Ouais. Voilà. Est-ce que le Nord Kivu a cessé d'exister à la République démocratique du Congo? C'est vrai qu'on a du mal pour Goma, mais il y a aussi des possibilités. Les autres villes, les autres entités qui peuvent toujours continuer à participer à cette économie, parce qu'on ne peut pas oublier le reste des entités, parce que Goma est en difficulté aujourd'hui, qui est d'ailleurs une difficulté passagère au jour d'aujourd'hui. Goma est la seule zone d'évacuation de ces marchandises. Non, bien sûr, il y a toujours... Et même en termes de trafic. Même en termes de trafic, c'est la jonction en fait. C'est-à-dire qu'on parle de l'économie nigérienne. Est-ce que parce qu'on ne peut pas trouver d'autres voies d'évacuation en dehors de Goma aujourd'hui? C'est pour ça qu'on réfléchit. Oui, parce quelles sont ces voies d'évacuation par route pour ressortir vers le nord, vers Beni, vers l'ex-province orientale. Il y a toujours des possibilités sur la voie terrestre. C'est l'occasion pour nous de penser un développement peut-être pérenne grâce à ces malheurs qui nous frappent aujourd'hui et qu'au niveau du gouvernement, qu'on puisse vraiment mettre sur pied une structure, un gouvernement qui sera capable de s'adapter à ces... Quels sont les principaux ministères? Pardon, un détail. Vous savez, aujourd'hui, je ne pense pas qu'au niveau de Goma, la production est aux arrêts. Mais le problème, c'est que quand vous parlez d'évacuation, la plupart des zones sous occupation du M23, maintenir la production comme Serge Seka parle de l'évacuation, c'est aussi enrichir le mouvement rebelle qui ont établi des postes frontaliers et qui vont décider de prélever des taxes à ces niveaux-là. Je pense que c'est pourquoi, dans la logique de choses, la production locale est gelée pour l'instant. Et la plupart là-bas comptent sur le corridor humanitaire, dans la plupart des cas.
Je pense, à mon sens, qu'ici, dans le contexte de Goma, il faut dire la vérité, cette production-là n'est pas en même de servir la République maintenant. Pour éviter le marché qui bénéficiait justement de cette production, il faut trouver des voies palliatives. On a dit qu'il faut créer des nouvelles zones de production. Le fromage peut être produit, l'haricot. Il faut juste s'accentuer dans des différentes zones. Je crois que chez moi, au Bandundu, il y a une petite production à faible échelle. Il faut voir comment soutenir pour pouvoir... Alors, je parlais du Nord Kivu. C'est vrai que Goma, dans sa situation aujourd'hui, l'économie n'appartient pas, ne répond pas à Kinshasa. Mais les autres entités, les autres localités restent sous la couverture du gouvernement de Kinshasa. Nous ne devons pas donner l'impression, nous, à Kinshasa, que comme de l'autre côté, une partie est prise et qu'on baisse les bras. Même à travers ça, ça sera un acte de résistance. Très bien. Un acte de résistance. Rapidement, on peut produire dans la même province et on trouve d'autres voies de Très bien, on va y par rapport à l'économie des guerres et aux missions qui seront attribuées à ces gouvernements de crise, si jamais le président décidait ainsi. Vous savez, je ne sais pas, vous devez avoir suivi ça. C'est quand même pressant, oui. Ce gouvernement, pour vous. Le recteur de l'ISTA, il a dit, nous sommes capables, nous, à l'ISTA, de concevoir, de produire des drones kamikazes et tout. C'est ça l'économie des guerres. Souvenez-vous du temps de Mzee Laurent Désiré Kabila. Au lieu de les importer. Voilà, en 98, il avait instruit une usine à Likasi pour produire des munitions. C'est ça. Ça a été fait. Et ça a été fait. Jusqu'à aujourd'hui. Et ça a été fait. Ça fait Voilà, exactement. Donc il faudrait accentuer et donner beaucoup plus de commandes à cette entité pour produire des munitions, par exemple, pour l'armée, produire les à faible coût et tout. Il n'y a pas que ça. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en guerre et nous devons protéger certains sites stratégiques. En 1998, les barrages d'Inga ont été attaqués. Vous voyez? Donc aujourd'hui, nous devons, par rapport aux missions sécuritaires, prioritaires il faut protéger un certain nombre de sites qui sont stratégiques. Kinshasa n'est approvisionné que par une seule route, la nationale numéro 1, et par voie ferrée. Donc, c'est des routes qui sont stratégiques qu'il faudrait protéger. Voilà. Alors, moi, je voudrais qu'on réfléchisse. La crise, elle est en tout cas très prononcée. Quels sont les ministères, s'il faut constituer une commission stratégique en ce moment pour la gestion de cette crise dans l'Est de la RDC, quels sont les ministères clés? Vous parlez du gouvernement de crise? Non, je parle des ministères qui peuvent être membres d'une commission stratégique pour gérer la crise. Bon, c'est vrai que moi, déjà... Au-delà du gouvernement, au cas où le remaniement prenait du temps, regrouper certains ministères clés, ce sont lesquels? Pour répondre à ce qui a été soulevé ici en urgence. Je ne suis pas d'accord avec cette approche. Pourquoi? Parce que des gens qui sont déjà rémunérés pour leur travail, aujourd'hui, si on mettre une commission en crise, je connais les implications qui arrivent avec des commissions. La commission n'a rien à voir. La commission n'est pas là. Le problème, c'est plutôt un gouvernement. Constituer un gouvernement de crise réduit. Et le gouvernement, vous connaissez les implications. Ils sont toujours élastiques. Ça va élastiquer les choses. Guichoum, en 48 heures, ce gouvernement peut tomber et on appelle à un autre gouvernement. C'est votre lecture de fait. Regarde, il suffit que le chef de l'État regarde. Nous en avons connu des urgences face auxquelles le gouvernement n'a pas pu tenir. Et même la publication du gouvernement a pris du temps. Oui, mais je vous comprends. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout dépend de la volonté du chef de l'État. Dans les dynamiques politiques aujourd'hui, c'est pourquoi je vous ai dit, ces parlements en session extraordinaire, il suffit que le chef de l'État donne l'instruction, on destitue ces gouvernements, et on va sur une commission de crise où on laisse la liberté au chef de l'État de choisir. Et pour moi, j'ai en ligne des murs, à la limite, je ne sais pas, on dit la moitié, mais moi, j'ai en limite que 15 ministères. J'en ai que 15. On y va avec de noms, avec des exemples probants. Non, mais c'est connu. Des exemples, par exemple, ça dit la défense, l'intérieur, finances, économie, budget. Affaires étrangères. Vous prenez coopération et autres. Affaires étrangères. C'est un seul ministère. L'éducation, un seul ministère. Vous prenez formation professionnelle, vous mettez ailleurs. Éducation nationale. Je peux prendre le ministère des Affaires sociales, à qui je donne le portefeuille d'emploi-travail. Et affaires sociales. Et tout ça réuni. Je ne vois dans ma ligne des murs que 15 ministères régaliens qui peuvent faire le job. Et l'État peut gagner avec. De mon côté, moi je vois le gouvernement issu de la conférence nationale. Moi je suis Il y en avait combien de cette école. 22. Okay. Le gouvernement avec 22 ministères, sans vice-ministre.
Okay. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. On avait ici dans ce pays le ministre des Finances, Budget, Économie, Finances, Budget. Une seule personne. Attale, c'est comme ça qu'il s'appelait. Une seule personne qui chapeautait tout ça. Économie, Finances et Budget. Et c'était un gouvernement efficace. Ah ben oui, en 3 mois, on avait stabilisé l'économie. En 3 mois, le taux de change était stable avec le gouvernement. Heureusement que c'était une autre école. Maintenant, c'est donner beaucoup trop de pouvoir à quelqu'un. Ouais, une autre paire de manches, le gouvernement peut être à 15, à 22, à 30, mais avec qui? C'est ça, c'est ça. Serge, c'est aux affaires sociales, par exemple. C'est ça. Les animateurs. Nous avons le choix des animateurs. Nous devons dépasser les clivages par la dictature des partis politiques. Il faut retomber dans le gouvernement de Warrior. Vers des gens qui ont fait des preuves, des gens qui ont de l'expérience au niveau de l'armée, au niveau de la défense, au niveau des sécurités. Ça a été le cas avec ce gouvernement. On a choisi de très bonnes personnes. Non, c'était sur base de... À quel niveau? La dictature des partis politiques. On a vu cette... Oui, mais les 7 patrons qui revendiquaient à la part du Lion parce qu'il a participé avec succès aux élections du chef de l'État. On doit dépasser ces niveaux-là. On doit dépasser. Aujourd'hui, on doit aller même dans des placards, prendre des personnes qui peuvent servir la République au nom de la République, pas au nom des copinages, pas au nom des partis politiques, au nom des religions, au nom des intérêts, des compétences des personnes. Très bien. Oui. Au grand mot, les grands remèdes. Ça fait 30 ans que nous avons une partie du pays qui est dans l'insécurité, où nous avons perdu plus de 10 millions de personnes, des femmes violées, des enfants orphelins. La donne commence à changer, et soyons nos quand même ressources objectifs. pillées, nos ressources pillées. Il faut que ça cesse. C'est pourquoi il faudrait prendre des décisions courageuses. J'ai suivi les discours du président, les tons étaient très bons et je pense qu'il va continuer. Il peut mettre dans 48 heures, 72 heures ou dans une semaine un gouvernement qui peut répondre à la situation avec des missions bien assignées par rapport aux besoins du terrain. Très bien. Alors, puisque vous parlez de ce discours du chef de l'État, nous allons prendre un extrait qui nous a été choisi par la rédaction de Zoom Echo. Il s'agit bien sûr de son adresse à la nation. Nous allons suivre et on se retrouve juste après pour le commentaire. On y va. Le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que les accords régionaux. Pire, ces agissements se déroulent dans une impunité totale et ce, avec un mépris manifeste des règles internationales et des valeurs que ces institutions sont censées défendre. Face à cette situation, permettez-moi de vous rassurer. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symboles de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. Voilà, de retour sur ce plateau, messieurs, bienvenue. Le chef de l'État a parlé, il a été ferme, il a été direct, il s'est même permis d'indexer la communauté internationale en criant haut et fort à ce qu'il a considéré comme une complicité. Est-ce que ce n'est pas très débordé comme discours? Non, non, c'est pas du tout. Parce que nous avons encore besoin de cette communauté en ce moment-ci. On s'adresse à la communauté internationale. Oui. On la sensibilise. Mais en mettant un peu d'eau dans le vin. Non, on ne doit pas sensibiliser quelqu'un en édulcorant la réalité. On doit lui présenter la réalité telle qu'elle est. La communauté internationale a été complice parce qu'elle a été silencieuse. Elle a été compréhensive vis-à-vis du Rwanda, qui pille. Et dans ce pillage, c'est là que les paroles du président de la République prennent leur sens et leur force. Dans ce pillage, les grands bénéficiaires de ce pillage, ils sont dans cette communauté internationale. Ce sont ceux qui nous fabriquent des téléphones et les ordinateurs. Ça ne se fabrique pas au Rwanda, à ce que je sais. Le coltan est pillé au Congo. On tue les Congolais pour piller les coltans, traverse au Rwanda et le Rwanda n'a pas d'usine de fabrication de téléphones à ce que je sache. J'ai déjà été au Rwanda à plusieurs reprises, je n'ai jamais vu une usine de fabrication de téléphones ou d'ordinateurs, de montage oui, mais de fabrication non. Donc ça part en Occident, ça part en Chine et ça profite, ça crée des emplois dans ces pays-là de la communauté internationale. Donc, le silence de la communauté internationale, ça veut dire que la vie des Congolais ne compte pas. Il appartenait au premier parmi les Congolais de rappeler à la communauté internationale que l'économie que vous faites là,
c'est la vie de mes compatriotes. Et ça crée votre prospérité chez vous. Notre pays a toujours été victime des révolutions technologiques depuis l'histoire. Le caoutchouc, on a coupé les bras. Il y a eu l'autre développement, aujourd'hui, le développement technologique du téléphone. On est en train de nous tuer. Là, on a coupé les bras. Aujourd'hui, on est passé à un stade supérieur. On est en train de tuer carrément. Pour puiser impunément les ressources. Et on a trouvé un sous-traitant, malheureusement, un autre frère africain, Kagame, et dans une certaine mesure, son voisin de l'autre voisin, qui est dans ces jeux. Donc le président n'avait qu'à parler fort. Et moi, je suis même d'avis que c'est que la ministre des Affaires étrangères a dit au Conseil de sécurité, faites attention. Vous êtes en train de préparer, il y a déjà un génocide, il y a eu un génocide au Rwanda. Il y a un génocide au Congo. Pour lesquels vous ne voulez pas. La France est en train de vouloir se racheter. Ah oui, mais pour se racheter, du Rwanda. On tue les Congolais pour se racheter. Ça, c'est aussi un problème. Une opération de séduction. Non seulement la France. On parle de la France, puisque la France est plus proche des Congolais. La France écrit les résolutions au Conseil de sécurité. Moi, je pense même qu'on est plus proche de la France que tous les autres pays. Exactement. Mais oui, c'est une erreur de s'attaquer à la France, parce que la France joue un rôle important en faveur de la République démocratique du Congo. Mais pour autant, la France qui sous-traite... Qui s'arrête aux dénonciations simplement. Non, c'est ce qui est encore... Qui sous-traite le Rwanda, notamment au Mozambique. Le Rwanda va au feu contre les terroristes pour qu'une entreprise d'exploitation pétrolière puisse fonctionner au Mozambique. Ce sont des choses qui doivent se dire dans un langage de vérité. Quand ils disent qu'ils sont nos amis, il n'y a pas de mal à dire la vérité aux amis. C'est ce que le président a fait. Est-ce que la RDC a encore des amis sur qui compter face à cette situation qui prévaut dans l'Est? Des pays qui sont pour le Congo? En toute franchise. En toute franchise, je dirais l'Afrique du Sud. J'ai suivi les discours de représentants du Burundi. C'est pas une question d'intérêt derrière? Zimbabwe. Il y a toujours d'intérêt, mais il y a quand même des gens qui entretiennent une certaine relation de fraternité vraie envers nous. Par rapport à la position du chef de l'État, mais je pense que cela ne peut se fonder que sur une forme d'immoralité, d'hypocrisie, d'immoralité de la communauté internationale. Vous voyez comment on traite la question ukrainienne. La Russie envahit l'Ukraine et on condamne la Russie dans le même cas de figure. On envoie des milliards et de matériel, pas à la Russie qui a envahi l'Ukraine, c'est à l'Ukraine qui est victime. Mais dans le même cas de figure, en République démocratique du Congo, on donne des millions aux bourreaux, on donne, à la suite de ce que Bienvenu venait de dire, du matériel militaire aux bourreaux, et à la fin, on nous revient sous forme de mea culpa, de vœux pour condamner. Non, ce Conseil de sécurité-là a cessé de fonctionner comme un organe pour assurer l'équité dans le monde. Le Conseil de sécurité est inopérant par rapport à la situation de la République démocratique du Congo. L'Union européenne qui produit des déclarations contre le Rwanda, mais a passé un protocole d'accord avec le Rwanda sur le minerai stratégique et critique. Qui est-ce qu'on peut croire? Quand les gens descendent à Kinshasa, on dit violation des conventions internationales. Mais quand le Rwanda entre en République démocratique du Congo, on tue 12 millions. On a célébré, il y a quelques jours passés, les 80 ans de la Shoah. Shoah, c'est le massacre contre les Israéliens. Ça fait 6 millions de Juifs. 80 ans plus tard, on en reparle. Mais nous avons 12 millions ici qui ne meurent personne. Même pas au sommet. Alors c'est à nous, je reviens à la fin de la question, on n'a presque pas d'amis. À part quelques-uns que je venais de citer. Très bien. Il n'y en a pas. Alors, Gardidiana, nous avons vu certains pays qui peuvent nous servir d'exemple. Nous avons vu la Turquie s'est retirée de l'Union européenne. Je pense qu'il y a eu aussi d'autres pays. Est-ce qu'il n'est pas grand temps pour la RDC carrément de claquer la porte? Non, je ne pense pas. C'est retiré de ce Conseil de sécurité et du reste. Non, la politique de la chaise vide, j'ai jamais été partisan de cette politique-là. Moi, je pense que la vraie politique, c'est être en face de gens et leur dire la vérité et espérer faire évoluer les choses. Par exemple. Ça peut être fait en étant en dehors. Non, je ne pense pas. Vous savez, quand les dés est pipé, on n'espère pas grand-chose. Regardez, l'avantage qu'on aura avec cette guerre, c'est qu'aujourd'hui, la supercherie, le narratif qui a toujours été présenté, sur le Rwanda, notamment le M23, a été mis à nu.
Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on était dans une forme d'effet placebo où on nous faisait croire qu'on était une chèvre avec une corde qui n'existait pas. J'ai vu les Nations Unies nous vanter l'arsenal du M23, l'effectif du M23, mais quand il a fallu arriver à Goma, il a fallu que les forces spéciales rwandaises interviennent pour qu'ils arrivent. 10 000. Non, c'est 10 000 hommes rwandais. Ça prouve à suffisance que même quand le Conseil de sécurité nous disait vanter le nombre impressionnant du M23 en termes d'effectifs et l'arsenal du M23, c'était juste de la supercherie. Et le complexe que l'avantage avec ça, c'est qu'aujourd'hui, à force de faire évoluer le narratif congolais, le monde sait se rendre compte finalement que ce qui a été vendu depuis toujours était une fausseté. Et pour moi, c'est une victoire d'étape. Que le monde sache aujourd'hui que le Rwanda qui s'est présenté depuis toujours, qui bénéficiait d'aide au développement de manière exorbitante, se faisant passer pour la victime, en réalité n'est pas une victime, mais plutôt le bourreau. Et quelqu'un qui a choisi de servir les intérêts des grands États comme la Grande-Bretagne, je ne cacherai jamais, qui est pour moi l'un des plus grands bénéficiaires qui depuis des années continue à tirer profit de richesses de la RDC, en tire encore et en sourdine, faisant semblant de ne rien dire, mais qui soutient les dynamiques de guerre à l'Est. Les États-Unis, on n'en parlera peut-être pas aussi. Donc en gros, aujourd'hui, la réponse à la première question que vous avez posée, moi je pense que c'est plutôt notre problème. Quand vous avez vocation d'être une puissance dans le monde, la RDC doit éviter cette forme de bilatéralisme cynique. Au-delà de nos alliances, des accords bilatéraux qu'on signe ici à gauche à droite, la RDC doit se donner la possibilité d'avoir des États avec qui on a des alliances militaires. Pour moi, c'est un élément, une dynamique essentielle qu'il faut prendre en compte dans nos politiques étrangères. Ici, il faut trouver un moyen de trouver des gens avec qui on payera la facture, mais on est en alliance militaire. Pour veiller sur les dynamiques de ce genre-là. Et aussi, au-delà de ça, je pense que quand vous parlez d'amis, il parle de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, aujourd'hui, si escalade verbale, c'est parce qu'il y a eu perte des 13 hommes sud-africains qui sont venus pour le maintien de la paix. Et je crois qu'en tant qu'État régalien, aujourd'hui, c'est un État qui se positionne sur l'échiquier international. Il faut déjà envoyer un message. Et je pense qu'aujourd'hui, au-delà de ça, il y a un élément qui a encore suscité cette escalade avec le Rwanda, c'est les insultes proférées contre le président Ramaphosa pour avoir posé la question de pourquoi le Rwanda s'intéresse à la question, s'il pense que le M23 est un mouvement congolais, qu'est-ce que le Rwanda faisait en tant qu'intermédiaire? Et c'était un langage, un discours qu'eux ne voulaient pas entendre. Ils s'en sont pris à l'Afrique du Sud, et aujourd'hui l'Afrique du Sud nous donne une belle leçon d'unicité. Oui. J'ai vu Julius monter au créneau, oublier que c'était le plus grand opposant farouche de Ramaphosa. Il dit, quand vous vous attaquez à lui, ce n'est pas à l'individu, mais c'est vous attaquez à la souveraineté de l'État sud-africain, et on est prêt à répondre. C'est ça la belle leçon. Et je crois que l'RDC, on doit arriver à ces niveaux-là. Très bien. Nous avons vu la Russie être frappée des sanctions lorsqu'il y avait cette confrontation avec l'Ukraine. Sa monnaie, son gaz même, qui ne pouvait plus être utilisé et tout. Quelles sont les grandes sanctions pour mettre à genoux l'économie rwandaise qui peuvent être prises? C'est notamment l'embargo sur les exportations des minerais étiquetés produits par les Rwandais. C'est notamment ça. Voyez un peu la chronologie. Ça peut sortir en février 2024, l'Union européenne signe avec Kigali le fameux accord d'approvisionnement à minerais stratégiques. 2 mois après, Roubaïa tombe. Roubaïa, c'est là où il y a la réserve. Il y a 15% des réserves de coltan à Roubaïa. Voyez, cette complicité-là, ce n'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Ça n'a jamais été un hasard. C'est pas un hasard. Mon cher Guichungu, Nicolas Machiavel a dit, mieux vaut toujours avoir une bonne armée. Parce que quand on a une bonne armée, on se fait respecter. Non seulement on se fait respecter, on a aussi des bons amis. Voilà. Je pense que la décision que le président vient de prendre, de permettre à ce qu'on puisse soutenir l'effort de guerre, c'est vraiment une décision qui s'érige dans la durée pour que désormais ce pays puisse être doté d'une armée capable de le défendre, les Congolaises, ses minéraux et voilà, de manière que tous les 9 pays qui nous entourent, avant d'attaquer la RDC, ils doivent réfléchir par 10 fois. Et s'ils osent entrer, en tout cas, c'est un cadavre. C'est une occasion de lancer un message. Je pense que désormais, nos voisins vont réfléchir par 2 fois avant de venir. Qui c'est? Tous nos voisins, nos 9 voisins. Oh oui. Même à commencer par le Rwanda. Parce qu'il faut dire,
cette fois-ci... Est-ce qu'il est quand même bougé? C'est vrai qu'il fait plusieurs fois de sorties. Les FARDC à Goma, ils se sont battus. Oui. Ils ont défendu Goma bec et ongle. Mais évidemment, il y a eu... le Rwanda a fait la différence sur le plan technologique, selon les informations qui me reviennent. Oui, l'armement venu de l'Ukraine. Est-ce qu'aujourd'hui, Kagame a le moral déstabilisé? Très déstabilisé. Il est même étouffé. Aujourd'hui, il est étouffé. On ne le sentira pas aujourd'hui. Mais on est en train de le voir, comment il s'agite, comment il peut déployer comme ça 10 000 forces spéciales au Congo, dégarnir ses lignes chez lui. Il se cache plus. C'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que le chien est enragé. Mais je pense que de l'autre côté, il faut revenir ici au Congo et revenir sur terre. Le président de la République et le gouvernement de la République, ils ont mobilisé plus de 2 milliards de dollars pour la modernisation de l'armée. Je pense nous devons nous intéresser à ça. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? Ce sont des chiffres disponibles. Qu'est-ce qui a été modernisé? Qu'est-ce qu'on en a fait? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu empêcher que les forces rwandaises soient présentes sur notre territoire? On doit se poser ces questions-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des efforts. Des grandes décisions. Les efforts ont été déployés. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays où on a mis autant de moyens dans l'armée. Exactement. C'est la première fois. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu la capacité de défendre les frontières nationales? On doit se poser les bonnes questions. Et même ce qu'on fait aujourd'hui, l'effort de guerre qu'on va déployer aujourd'hui, n'aura de sens que si on a trouvé les bonnes questions, les bonnes réponses à tous ces questionnements. Exactement. Voilà. Pour savoir mieux justifier ce qui sera affecté aujourd'hui, nous devons avoir les informations sur ce qui a été affecté. Bien évidemment. Sur comment on a utilisé. Et comment est-ce que cet argent a été utilisé? Bien entendu, nous revenons dans la discipline budgétaire, dans la discipline de gestion de la chose publique, parce que tant qu'on sera... on aura cette réputation-là de gens corrompus, de gens pas disciplinés en matière d'argent, on perdra. C'est-à-dire nous allons payer cash. Mais en fait des sanctions, la meilleure façon de sanctionner le Rwanda, c'est de couper tout appui à ces pays. Parce que nous savons, le Rwanda vit de l'argent que lui-même ne produit pas. C'est la communauté internationale et Rubaya et l'ensemble de la République démocratique du Congo qui donnent le moyen. En fait, nous-mêmes, nous avons donné le moyen au Rwanda pour nous attaquer, pour nous poignarder dans le dos. Mais si nous pouvons faire monter la pression, la rue, sur le plan diplomatique, montrer à la France, montrer aux États-Unis et à l'Allemagne, à la Grande-Bretagne que c'est vous, c'est-à-dire le sang des Congolais qui coule, les 12 millions de vies fauchées, vous partagez la responsabilité avec Kagame. Sur l'opinion internationale, je pense que ça changera quelque chose. Avec l'avènement des républicains à la tête des États-Unis, je touche du bois, je pense que ça pourra apporter une autre approche. À condition est attendu. À condition. Aucune déclaration sur la question, sur la situation, si, à part le fait de dire c'est un problème sérieux, n'est pas s'exprimer sur ce point-là, ne signifie pas que les États-Unis n'ont pas de visée sur la République démocratique du Congo. Pensez à la route Lobito. Et Trump l'a dit, nous voulons revenir en République démocratique du Congo. Les Chinois ont pris 80%, mais quand le pays s'est reconstruisé, quand les autres ont mis de l'argent pour faire des études, les Chinois n'étaient pas là. Les Chinois sont venus récupérer ce que les autres ont pratiquement sémé. Et l'intention de Trump aujourd'hui, c'est de revenir au Congo, rester leader en matière technologique. Vous ne pouvez pas aller plus loin en matière de la technologie si vous n'êtes pas avec le Congo, parce que nous avons tout qui fait la technologie. La transition énergétique aujourd'hui, la problématique de la gestion des écosystèmes, de l'environnement. On ne peut pas le faire sans le Congo. On ne peut pas le faire sans le Congo. Pour revenir au discours du président que vous venez de balancer là, en fait, au-delà d'indexer la communauté internationale, je pense que c'est le moment aussi, en tout cas pour la RDC, de redéfinir les alliances qu'il a avec un certain nombre de pays par rapport à ce que nous avons vécu. Je pense en tout cas c'est le moment. Et on reconnaît le bon ami lorsque le ciel est nuageux. Exactement. Comme on le dit souvent. Exactement. Donc plus rien ne devait être comme avant. Il faudrait que la RDC sache
qui sont ces pays amis, sur qui il peut compter. Et ça, en tout cas, il le faut. Écoutez, par exemple, tout à l'heure, il y a Gardi qui disait « Moi, je suis pour que la RDC claque la porte de l'EAC. Je ne vois pas ce qu'on fait là-bas. Oui. Aucun pays de cette organisation-là n'ose lever son petit doigt contre le Rwanda, malgré tout ce qu'il fait. C'est inadmissible. Et je ne pense pas que... À part le Burundi. Voilà, à part le Burundi. À part le Burundi. J'ai suivi encore les dernières déclarations du président burundais qui font... Lui, il comprend que non, on ne doit plus laisser Kagame continuer à faire son aventure dans la région. Non, ça doit s'arrêter. Très bien. Alors, un détail. Wow, ça chauffe là. Ça chauffe pas. Serge et Amédée, ils ont mis en lumière certains détails qu'on a laissé passer comme ça, notamment au Conseil de sécurité. Vous savez que quand vous suivez le discours de la Chine, qui exploite 80% de nos minéraux, c'est sidérant. On ne peut pas dire que c'est un allié stratégique. Non. On ne peut pas l'affirmer. Si vous suivez les discours de notamment 3 pays africains membres du Conseil de sécurité, je cite l'Algérie, je cite la Somalie et je cite également la Sierra Leone. On ne peut pas dire qu'ils sont avec nous. Donc il y a un problème de diplomatie et de coopération. Donc on doit redéfinir. Nous devons absolument redéfinir nos nouveaux amis. Et je pense que nos anciens amis sont en train de revenir. Les États-Unis ont été à l'offensive. Il faut éviter de tout embrasser, choisir en fonction de l'apport de Aujourd'hui, on peut dire, on peut l'affirmer, que si notre diplomatie joue bien la carte, les États-Unis peuvent revenir et nous pouvons coopérer avec eux directement plutôt qu'ils passent par le Rwanda. Alors, le projet Lobito, on est la preuve. Et alors, la question tour de table, pour finir cette émission, quelle doit être la batterie des mesures à prendre par le gouvernement pour éviter que la situation d'insécurité dans l'Est ait des répercussions dans le panier de la ménagère à Kinshasa et même dans d'autres provinces? Je crois qu'on en a déjà parlé ici, c'est trouver la proportion en fonction de ce que... C'est vrai, on ne pourra pas tout répondre parce que c'est une ville hautement stratégique en termes de ressources, mais aussi en termes d'impôts et de fiscalité. Je crois que ça sera au gouvernement de pouvoir trouver des ressources innovantes pour pouvoir combler le gap qui seront perdus avec cette situation. Mais moi, je voulais revenir au départ. C'est vrai, j'ai vu un peu d'enthousiasme ici sur est-ce que des sanctions. C'est vrai, il y a de l'embellie dans les approches diplomatiques. Mais moi, je pense que la meilleure des choses à faire pour handicaper le Rwanda maintenant, c'est rendre aussi le Rwanda aveugle. Il faut faire en sorte que l'aéroport de Kigali ne soit pas opérationnel. Pendant 3 mois seulement, cette économie sera par terre. En faisant quoi? On ne sait pas le dire. Ils sont en train de brouiller. Ils sont en train de brouiller les radars ici. Pourquoi est-ce que à nous de trouver une stratégie, rendre cet aéroport aveugle 3 mois seulement, cette économie sera parfaite. Même pas l'aéroport de Kigali, l'aéroport de Gisenyi. Pour commencer. Gisenyi, d'ailleurs, depuis un certain moment, la situation est un peu tendue, ils ont un peu peur. Le silence, ça me vient avant de finir, le silence de la Russie, c'est quand même un partenaire aussi. Nous avons vu le chef de l'État plus d'une fois rencontrer Poutine. On a l'impression que Poutine est en retrait. Or, la bonne technologie militaire se retrouve en Russie. Nous sommes dans le mythe. J'espère qu'on ne va pas tomber sur le coup des Bossembe. En tout cas, on n'a pas... Mais je pense, nous n'avons pas... Faites en sorte de ne pas tomber les amis... Et ça n'existait pas en cette matière-là. La Russie a ses soucis. La Russie est en train de s'enlicer dans une guerre qu'elle avait prévue pour 2 semaines. Et aujourd'hui, ça fait des années. La Russie, et autant que la Chine et tous les autres, et les gens pensent qu'en déshabillant Saint-Paul, on peut habiller Saint-Pierre. Non. C'est à nous de comprendre. De définir une politique des intérêts. Nous devons être protagonistes de notre avenir. Nous devons nous-mêmes être devant le sang congolais, doivent défendre les sangs congolais, pas les Russes. On a vu ce qui est arrivé à Goma. Parce que la Chine pense même qu'elle nous vient en aide. Qui faut-il? Alors que nous, on soutient son économie. C'est aussi une question d'orientation. Qui faut-il pour une bonne gestion de la défense nationale? Qui faut-il maintenant? Portrait robot. Portrait robot. Ça, c'est une colle. Il faut quelqu'un qui a un carnet d'adresse, quelqu'un qui est vraiment, qui connaît la matière, qui connaît le domaine, quelqu'un qui a un carnet d'adresse. Non, on a besoin de quelqu'un qui est crise, hein. On a besoin de quelqu'un qui est bon dans l'opérationnalisation. Celui qui est là n'a pas de parce que c'est un domaine de souveraineté géré par le chef de l'État. Ce dont on a besoin maintenant à la tête, c'est quelqu'un qui a de l'intelligence dans l'opérationnalisation militaire
Et pour moi, je pense que c'est cette dimension réserviste, stratégique. Il y a des forcément. personnes... Pas forcément stratégique, des personnes autre ressources, aspect. il y en a. À Chongo, quelqu'un qui peut parler avec tous les autres services. La guerre telle qu'on la voit là, c'est pas seulement Oui, quelqu'un qui n'est pas tactique sur le conflictuel. terrain, mais quelqu'un qui peut être écouté, quelqu'un qui peut être écouté discuté par, dans cette diplomatie. Il existe une certaine diplomatie Militaire dans en l'armée. interne. Le genre de promotion se respecte à travers le monde. Si vous avez été à Saint-Cyr ensemble, vous créez une réseau. promotion à l'international, un réseau, vous pouvez vous parler. Et ça nous manque des techniciens comme ça. Ça nous manque des hommes, des poignes capables de parler fédérés. au-delà du Non, il ne territoire faut pas dire national. que ça nous manque. Ça ne manque pas, ils sont là. Non, faut ça les nous manque dans Au la commandement. machine d'aujourd'hui. Dans la- Non, non, Voilà. ça manque dans la machine d'aujourd'hui. Nous, le gouvernement des crises dont on a parlé, c'est là où devaient se retrouver toutes ces personnes Et à ce ressources niveau-là, qui nous- doivent faire face Exactement. à la Rectifier les situation. tirs. Et le ministère de la Défense Merci. donner à une personne ressource comme ça, quelqu'un qui maîtrise le chose, Merci. qui soit à la fois administratif et technicien. Pour moi, ça Merci, serait merci le meilleur de beaucoup. profil. Merci, on a fini cette émission, on y reviendra prochainement. Merci de votre disponibilité, merci à vous également de nous avoir suivis et la suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.